Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Et bienvenue, je vous souhaite une bonne écoute pour ce nouveau hors-série d'experts, aujourd'hui avec Juline qui est professeure de classe autonome. Avant de lancer l'épisode, juste un petit message. S'il vous plaît, n'oubliez pas, j'ai besoin de vous pour remplir le questionnaire qui me permettra de mieux vous connaître et d'améliorer le podcast. C'est vraiment rien de compliqué, tu vois, il suffit de cliquer sur le lien en commentaire de l'épisode ou depuis le compte Instagram du podcast Découvre, Ose et Deviens. Et promis, c'est pas long, mais c'est super utile pour moi. Merci. Allez, place au hors-série d'experts numéro 7. Bonjour Juline. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce hors-série, alors dont la vocation, j'explique pour les personnes qui nous écoutent, donc, dont la vocation est de pouvoir apporter en fait des conseils et de la matière à tous ceux qui sont en pleine réflexion d'orientation, de reconversion et plus largement, qu'ils soient ados, jeunes adultes ou moins jeunes. Et je pense aussi aux personnes qui les accompagnent, donc notamment les parents d'ados dont je fais partie. Alors l'idée, au travers de tous ces hors-séries, c'est à chaque fois d'interviewer des personnes avec des profils très différents et qui vont du coup apporter des choses différentes à chaque moment, chaque étape de toutes les personnes que je viens de citer. Juline, je t'ai découverte en fait grâce à une de tes publications sur LinkedIn qui évoquait ton aventure et ta participation, alors attention l'anglais, au Global Teacher Prize en 2021. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et dont je faisais partie d'ailleurs, c'est une sorte de prix Nobel de l'éducation. Voilà, exactement. Pour expliquer un peu le concept. Alors concours, dans lequel tu as terminé dans le top 10. Donc ça, c'était dingue, parce que je crois aussi que c'était la première fois qu'un Français allait aussi loin dans le concours. Exactement. Voilà, c'est quand même un concours mondial. Genre, on n'est pas chauvin, mais on est un peu fiers quand même, quoi. On peut. Alors bien sûr, ça a attisé ma curiosité, tu t'en doutes, et je t'ai contactée pour en savoir plus. Alors accroche-toi, j'ai tout plein de questions. On va parler de cette aventure, mais je voudrais aussi qu'on parle aussi de ton métier de professeur et surtout des méthodes un peu spécifiques que tu emploies. Voilà. Avant que je te pose toutes ces questions-là, moi j'aimerais bien que tu te présentes un peu, puisque j'ai décrit qui tu étais, mais assez rapidement. Et donc si tu veux bien te présenter en quelques mots, ça serait chouette. Bien sûr, avec plaisir. Donc Juline Anquetin-Rault, j'ai 36 ans. Je suis je suis un professeur un peu atypique parce que déjà j'ai 2 casquettes. J'enseigne en établissement le matin, histoire, géographie, éducation morale et civique, dans un CFA. Donc j'ai des apprentis qui sont en CAP, qui se préparent aux métiers de bouche tels que boulanger, charcutier, boucher, etc. Et puis l'après-midi, je suis dans mon agence de soutien scolaire que j'ai créée en auto-entreprise. Et là, j'accueille des élèves de la 6e à la terminale. Là, cette année, j'en ai un peu plus de 80. Et là, on fait de tout. On fait de la philo, on fait du français, on fait des maths, on fait de l'aide aux devoirs, on fait de l'anglais, de la SES, les spécialités, la préparation au grand oral, l'oral, le bac de français. Voilà, moi j'aime ces différences entre les deux. Et effectivement, donc cette année, j'ai eu la grande joie et le grand honneur d'être parmi les 10 finalistes du Global Teacher Prize, qui est, oui, effectivement, c'est un bon comparatif. C'est comme le prix Nobel, mais pour le monde de l'éducation. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Tout de suite, quand on parle de prix Nobel, je sais pas, je trouve que d'un coup, ça... Moi, je trouve que ça explique bien ce que c'est, parce que souvent dans les médias, on dit c'est la meilleure prof de France, et moi, je me considère absolument pas comme ça, parce que ça veut rien dire en fait. Et le fait de dire que c'est un prix Nobel, je trouve ça intéressant parce que ça viendrait à l'idée de personne de dire que le prix Nobel de médecine, c'est le meilleur médecin du monde. C'est vraiment c'est autre chose, c'est la récompense d'un travail particulier, et le Global Teacher Prize, il touche à beaucoup de domaines et pas juste la pédagogie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis sur ça récompense le travail. Et généralement, ça récompense quand même un travail de recherche. Et quelque part, il y a aussi ce travail-là, toi, que tu fais dans les tests que tu fais et tu mets en place des méthodologies. Mais ça, on va en reparler après, mais ça rejoint carrément ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, en fait, t'a amené à vouloir exercer ce métier de professeur, en fait ? Aucune idée. Je ne sais pas, j'ai toujours voulu enseigner. Je jouais à la maîtresse quand j'étais petite dans ma chambre, je mettais des cahiers par terre et ça faisait une salle de classe et je jouais à la maîtresse, j'avais un tableau. Après, quand j'ai appris la danse classique, je voulais devenir professeur de danse classique, je voulais monter une école et être chorégraphe.
Donc, j'ai fait un sport-études. Mes parents ont accepté que je fasse un sport-études. Je suis partie de la maison à 11 ans pour faire ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez bonne danseuse pour être professeure, ce que je trouve complètement absurde. Mais en fait, on le retrouve à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on va nous demander des choses très, très, très pointues. On va demander de l'érudition, là où on devrait demander plutôt de la pédagogie. Ce que tu me dis me fait penser aussi, dans le monde de l'entreprise, tu sais, c'est pareil, hein. On demande en fait aux managers d'être les meilleurs experts de leurs équipes, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faudrait, c'est avoir les bons managers, c'est des gens qui savent bien manager. C'est pas forcément des gens qui savent aussi bien que leurs équipes en dessous, quoi. Ouais, exactement. Et moi, non, j'ai toujours voulu enseigner. Donc, la danse classique. Après, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je voulais être prof de théâtre. Ce que j'ai fait d'ailleurs, ce que je fais encore parfois au CFA, parce que je fais du théâtre avec certaines de mes classes. Après, voilà, j'avais une passion pour l'histoire qui est venue des différents enseignants que j'ai pu avoir et puis qui est là depuis toute petite, je crois. Et donc, c'est cette matière-là que j'ai choisie, mais j'aurais pu choisir autre chose. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'enseigne aussi bien la philosophie, le français, les maths avec le même plaisir que la géographie, l'histoire ou l'économie. Donc, C'était la transmission qui te plaisait dans le... complètement, c'est la transmission qui me plaît. Et je me souviens quand j'ai passé mon permis, je me disais, oh, peut-être je pourrais faire monitrice d'auto-école. Donc, la matière importait peu, même si je dois bien l'avouer quand même, je suis une vraie passionnée d'histoire et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette matière-là. Mais oui, c'était la transmission, c'était le fait d'aider quelqu'un. Et puis, je trouve ça fabuleux, le regard de quelqu'un qui ne savait pas faire quelque chose il y a 1 heure et qui repart et qui sait le faire. Ça, c'est extraordinaire. Oui, parce que si tu es passionné d'histoire, tu sais, tu peux être écrivain ou faire de la recherche. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas forcément, c'est pas parce que tu es passionné d'une matière. Non, non, j'y ai pensé à être maître de conférence, à être enseignant-chercheur. Et puis, j'ai fait 2 années de master vraiment de recherche et j'ai trouvé que c'était un travail extrêmement solitaire. Et donc, ça me manquait le contact humain, le fait d'enseigner. Et puis, non, ce que j'aime aussi beaucoup, et il faut bien le dire, c'est les adolescents. Je suis passionnée par cette tranche d'âge. Je dis souvent, je pourrais passer ma journée avec, mais en fait, je passe ma journée avec. J'adore ça. J'adore les adolescents. Là où ça peut être une énigme pour beaucoup de gens, moi, je trouve que cette période fascinante. Je les trouve fascinants. Ça me renvoie moi-même à une époque de ma vie que j'ai trouvée intéressante. Et non, j'adore être avec des adolescents. Mon rêve, ça serait d'ouvrir une école avec un internat et comme ça, je pourrais être vraiment tout le temps avec eux, quoi. Mais tu sais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Les gens, quelquefois, j'ai l'impression que les gens, ils ont peur des ados, quoi. Genre, ils ont peur de leur réaction comme s'ils se comprenaient pas, alors qu'en fait, voilà, c'est... En fait, déjà, on est passé par là de nous, donc il faut s'en souvenir. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'essaye toujours de m'en souvenir le plus possible. Quand je les entends avoir cette rage d'indépendance, je me souviens que j'étais comme ça et que j'attendais que ça, d'avoir mon chez moi, de faire ce que je veux, de manger ce que je veux, d'acheter ce que je voulais. Nous, ça nous paraît totalement logique aujourd'hui, mais à l'époque, quand on a 16-17 ans, on a ce rêve-là et il faut s'en souvenir pour les comprendre C'est aussi. surtout que nous, de notre côté, on se dit on a la liberté d'acheter ce qu'on veut, mais on a surtout le devoir de payer le loyer, quoi. Donc on n'a plus du tout la même magie. Mais ça, à les limites. Complètement. Ils ont cette rage-là d'indépendance et en même temps, ils n'ont aucune idée, et heureusement pour eux, Exactement. de ce qui les attend, de cette vie d'adulte, quoi. Et je trouve que c'est cette envie d'être adulte tout en l'étant pas encore, elle est très formatrice pour eux et c'est l'avenir du monde, moi, je trouve, les adolescents. Donc, moi, j'adore travailler avec eux. Je les trouve passionnants, je les trouve très curieux. Ils découvrent beaucoup de choses de la vie, les relations humaines, les relations amoureuses, la sexualité, etc. Enfin, moi, je trouve que j'aime beaucoup discuter avec eux, passer du temps avec eux. Ce qui est marrant en tant que parent, c'est que tu vois effectivement l'adulte qui est en train de se dessiner, avec un caractère qui peut être totalement différent du tien et qui va pouvoir te surprendre. Et ça, je trouve ça assez magique, t'as raison. Mais parfois, ça peut foutre la trouille. Enfin, un ado comme ça, un peu dans le conflit, ça te renvoie vers tes propres trucs inachevés, tu vois. Complètement. Et je conçois totalement que ce soit difficile. Et moi, j'ai le très beau rôle parce que je suis la tierce personne. Donc, de toute façon, avec moi, ça ira. Donc, moi, ça me va Ouais, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il y a moins d'enjeu. Ouais, avoir ce rôle, ça me plaît beaucoup. Voilà, et tout à l'heure, tu disais, donc, à chaque fois, en fait, dès que tu faisais quelque chose, en fait, tu voulais être du côté du moniteur, du prof, etc. À quel moment ça a tilté et tu t'es dit, ah non, mais en fait, ça y est, j'ai compris. En fait, ce que je veux être, c'est être professeur. Non,
Non, je pourrais pas le trouver, je pense, ce moment où j'ai voulu faire ça. Quand je suis rentrée à l'université, je me souviens que je ne voulais pas être prof parce que je sortais du lycée et je me disais, oh non, je vais pas aller enseigner avec des adolescents, mais parce que je l'étais encore, en fait. Et vraiment, ouais, je crois que c'est à partir de le master, la 4e année, la 5e année, où j'ai décidé de passer les concours de l'éducation nationale, où j'ai trouvé que que ça me passionnait. Mais j'ai pas eu un jour, un déclic que je pourrais pointer du doigt. Non, pas pour ça en tout cas. Les choses se sont faites, les choses se sont faites un peu progressivement, quoi. Ouais. Progressivement, ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, nous, on nous avait dit que pour être enseignant-chercheur en histoire, il fallait passer l'agrégation. Donc, on était un peu obligé de passer par là. Donc, je suis passée par là. Mais je crois que ce que j'aimais beaucoup, c'était, moi, à l'université d'histoire, j'aimais beaucoup faire les exposés. C'est un truc qui me plaisait vraiment beaucoup. Et on en avait beaucoup, contrairement au lycée. Et peut-être c'est là que j'ai vu qu'il y avait une différence, que déjà j'étais atypique par rapport à mes camarades, parce que déjà j'étais la seule à demander toujours un rétroprojecteur. Donc, mais ça me vient de ma maman, hein. Ma maman était formatrice, elle est toujours d'ailleurs formatrice en entreprise, et elle m'a toujours appris à faire des choses percutantes, à faire des choses pour pas que les gens s'ennuient. Elle me disait, si les gens baillent en face de toi, t'as perdu, quoi. Donc, l'importance du visuel et l'importance de. Moi, je me souviens, j'avais des camarades de classe qui, quand ils faisaient un exposé, ils passaient une feuille qu'ils avaient imprimée à toute la classe. Et déjà, à l'époque, je me disais, mais c'est complètement anti-pédagogique. Le temps que la feuille, elle arrive à moi, qui suis la dernière, ils parlent déjà d'autre chose, en fait. Donc, mettons des rétroprojecteurs. Donc, j'avais des rétroprojecteurs, des transparents à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de vidéoprojecteur partout. Et déjà, je faisais ça et je faisais attention à respecter le temps. Le professeur nous disait c'est 20 minutes. Bah, 20 minutes, c'est 20 minutes, c'est pas 40, c'est pas 5 non plus. Et j'adorais faire ça. Et il y a plusieurs professeurs qui m'ont dit on sent qu'il y a un truc, on sent il y a quelque chose qui se passe. Donc peut-être que c'est né là, cette idée de finalement vouloir être prof, vouloir être devant, vouloir raconter. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que je ne fais plus ça. Puisque dans mes classes autonomes, j'ai presque arrêté de faire cours. Alors, tu sais, j'aime bien comme on s'adresse à des personnes qui peuvent être voilà, en orientation ou en reconversion. Est-ce que toi, tu as dans ton parcours, en fait, justement d'orientation ou ton parcours tout simple professionnel, tu as reçu des bons conseils ou des mauvais conseils, tu vois, qui t'ont marqué et tu voudrais un peu en profiter pour les transmettre? Les mauvais conseils, c'est les gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que c'est difficile, que vous ne pouvez pas, que que c'est pas possible, que c'est trop compliqué. Mais ça, faut pas les écouter. Moi, non, je n'ai écouté que les bons conseils. Là, les bons conseils, oui, j'ai rencontré un monsieur qui m'a appris à travailler comme je travaille aujourd'hui dans le soutien scolaire. Moi, quand j'ai démarré le soutien scolaire, pour moi, un cours, c'était une personne en face de moi. C'était un cours particulier. Et lui m'a appris à travailler à plusieurs. Il m'a dit non, au contraire, si tu mets plusieurs personnes, toi, tu parles moins et eux, ils font plus. Donc, ils vont apprendre plus. Et je le remercie beaucoup parce que mon agence aujourd'hui, elle fonctionne complètement comme ça. Donc, ça, c'est lui qui me l'a enseigné. Dans les conseils, après, non, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Et puis, j'avoue que quand j'ai une idée en tête, j'écoute pas trop ce qu'on me dit. Donc, T'aimes bien faire à ta sauce, quoi. ouais, non, je suis quelqu'un de très indépendant, c'est pour ça que je suis prof aussi, parce que j'aime travailler seule, j'aime faire, j'aime créer, et pas qu'on vienne m'embêter dans ce que je suis en train de créer. Ouais, puis t'aimes bien tester. T'aimes bien tester les choses, mettre en place et voir comment ça fonctionne, quoi. Ouais, j'aime bien tester. Ah ouais, et puis ça part du terrain toujours, faut que ça parte de ce que je vois, de mon intuition. Donc des conseils, non, oui, des gens oui, des gens qui vous disent que c'est trop ou que c'est difficilement faisable ou que non, ça j'écoute pas trop. Non, les conseils de reconversion, je pense qu'il faut aller. Le conseil, enfin c'est pas un conseil, c'est quelque chose que j'ai entendu après et je me suis dit, oui, finalement je l'ai fait sans le savoir. C'est les gens qui disent, mais qu'est-ce qui vous plaît en fait? Qu'est-ce que vous feriez même gratuitement? Posez-vous cette question-là. Moi aujourd'hui, quand je vais travailler au CFA, j'y vais pour le plaisir, mais vraiment, ça serait gratuit, j'irais tout pareil. Enfin donc c'est ça, c'est se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Et moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Qu'est-ce qui m'anime? Et je dis toujours à mes élèves en début d'année, le jour où c'est plus une passion, j'arrête, je fais autre chose, hein. J'en ai plein d'autres des idées, hein. Donc je ferai un autre métier, c'est pas un problème. Et
Et quand tu sais, quand tu as passé le concours pour rentrer dans l'éducation nationale, alors effectivement, je crois que CAPES, ça, le agrégation. CAPES, c'est que ça s'est pas bien passé, c'est ça en fait. Et moi, je voudrais justement comprendre à quel moment tu t'es dit, certains face à ça pourraient se dire, bon bah a priori, c'est que je rentre pas dans les clous, donc ça fonctionne pas, donc bah je fais autre chose. Ça n'a pas du tout été la conclusion que tu as tirée. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement? Alors, il y a certains qui le passent beaucoup de fois. J'ai des amis qui l'ont passé 5, 6 fois. Moi, je suis admirative de leur courage. Parce que franchement, une année de concours, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que c'est avant de le vivre. On parle souvent des étudiants en médecine qui vivent une année horrible quand ils passent les concours, etc. Ben là, c'est la même, sauf que en médecine, c'est la première année, ils sortent du bac. Nous, on est à bac plus 5, quoi. Et nous, on était 6 000. Il y avait 600 places, 607 places. Voilà, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. Donc, c'est horrible. Moi, j'ai pris 10 kilos en 6 mois. J'en suis arrivée à ne plus pouvoir ouvrir un livre d'histoire pendant 1 an et demi, alors que c'était ma passion, hein, tellement on m'avait écœurée de tout ce que je devais apprendre par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. C'était franchement une année que j'ai très, très, très mal vécue. Et je le faisais parce que j'y croyais et parce que je voulais enseigner. C'était tout ce que je voulais faire. Donc, le jour où on m'a dit bah non, c'est pas vous, et il vous manque 3 points, je crois, c'était. Ah, mais le monde s'est effondré, le monde s'est effondré. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on m'empêche de faire ce que j'aime le plus au monde. Donc non, il y a aucun moment où je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire autre chose. J'ai dit non, je vais faire autrement. Autrement. Et là, c'était pas facile. C'était pas facile parce que l'éducation nationale chapeaute énormément de choses en France. Donc, pour trouver et travailler ailleurs, bah, il faut aller dans les écoles privées hors contrat. Et sinon, il faut aller voilà, dans un monde que j'ai découvert, qui était les CFA, les Greta, les MFR, voilà, d'autres écoles où il y a d'autres enseignants dont on ne parle pas souvent, mais qui ne sont pas éducation nationale. Que j'ai découvert d'ailleurs en te parlant, en fait. J'ai découvert que vous n'étiez pas Ouais. d'éducation nationale. Donc voilà, effectivement, je ne le savais pas. Et justement, donc cette transition se fait, tu vas du coup travailler en CFA. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ou nous décrire aujourd'hui ton métier? Tu vois, dans quel contexte tu l'exerces? On a compris auprès d'adolescents, mais voilà, que tu puisses nous expliquer un peu le contexte global, quoi. Alors, le CFA, c'est particulier parce que alors, tous les CFA ne fonctionnent pas comme ça, mais nous, nos élèves, ils sont là une semaine, toutes les 3 semaines. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il y a la rotation C. Je les vois aujourd'hui. Après, je ne les revois que dans 3 semaines. Ils sont chez le patron pendant 3 semaines. Donc déjà, c'est une façon d'enseigner particulière parce on les voit pas. Ensuite, en CFA, on a des élèves donc, qui viennent passer leur CAP, donc pâtissier, par exemple. On va avoir des profils vraiment des profils divers et variés parce que moi, je peux avoir un élève qui sort de 4e et qui a redoublé 1 ou 2 fois, qui a donc 16 ans, qui va devenir pâtissier. Puis je peux avoir un élève qui sort de l'université et qui un jour a eu un flash et s'est dit je veux être pâtissier et qui vient. Et donc moi j'ai ça dans la même classe. Donc on entend souvent des choses sur les classes très hétérogènes. Je pense qu'en CFA on bat tout le monde. Nous on a vraiment des classes très 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 hétérogènes. Et dans mes classes je peux avoir des mineurs isolés qui arrivent, qui parlent très peu le français. J'ai tout ça dans la même classe. Et moi j'ai une structure dans mon CFA qui est à taille humaine, puisqu'on a 400 apprentis à peu près en tout. Mais donc, comme c'est en rotation, chaque semaine, on en a 100, 120, 150, quoi. Donc, c'est petit comparé au lycée où ils sont 1500 ou 2000. Et donc, bah, moi, le matin, j'arrive avec ma salle de classe. J'ai la chance d'avoir ma salle de classe dans laquelle j'ai mis le matériel de la classe autonome. Et donc, bah, ma méthode, c'est de découper le temps en 3, de faire une partie qui reste du cours et de l'information descendante parce que déjà, j'adore ça, et de 2, on en a besoin. Les élèves ont besoin aussi à certains moments qu'on se concentre, qu'on donne de l'information, et ils ont aussi besoin de ce moment d'émulation ensemble dans la classe, dans le groupe classe, pour participer ensemble, pour poser des questions, etc. Après, il y a le deuxième temps, c'est la vérification. Moi, je le fais avec du numérique, mais on peut le faire pendant des années. Je l'ai fait sur une feuille de papier, 5 questions, 5 minutes, 5 points. Voilà, c'était plié. Et puis, le reste du temps, c'est des ateliers. Ce sont des ateliers que j'ai créés, qui sont inspirés de la pédagogie Montessori, que j'ai adapté pour des adolescents et que j'ai adapté au programme de CAP et au-dessus des programmes de BP, de brevet professionnel. Et donc, les élèves apprennent en faisant.
en manipulant des cartes sur lesquelles il y a des définitions, en plantant des petits drapeaux sur une carte du monde, en regardant des vidéos et faisant des quiz, en faisant des études de documents, tout ce qu'il y a de plus classique. La grande différence, c'est qu'ils le font eux et pas moi. Ils le font à leur rythme, ils le font seuls ou en groupe, et ils le font autant de fois qu'ils le veulent et dans l'ordre qu'ils veulent. Oui, Et je je me crois suis qu'ils peuvent rendu compte choisir que les ateliers, c'est ça? Ils peuvent choisir dans quel ordre ils font les ah, choses, quoi, c'est ça? voilà, mais de toute façon, c'est obligatoire, ils devront tous les faire. Mmh. Mais le fait de leur laisser cette liberté, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils apprenaient beaucoup mieux, qu'ils apprenaient avec plaisir, ils apprenaient ensemble. Et ça, pour des adolescents, c'est super important d'être entre eux, entre pairs. Et les résultats, elles sont bien meilleurs. Mais au niveau des notes, mais aussi au niveau humain, on n'a plus de problème de discipline, on n'a plus d'élèves qui s'endorment, on n'a plus d'élèves qui s'ennuient. Les élèves, ils viennent avec le sourire en cours d'histoire-géographie, alors que je rappelle quand même que ce sont des CAP qui ne sont pas là pour ça. L'école, souvent, ça les a bien déjà embêtés dans leur vie. Donc, les matières générales, ils traînent un peu les pieds pour y aller. Bah, pas en cours d'histoire-géographie. Donc tu parles de l'école Montessori, tous ne connaissent pas, donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelles sont quelle est la philosophie, tu vois, ou les règles de base qui t'ont permis en fait toi d'appliquer en fait et répliquer ça pour les CFA? Moi, ce que j'ai vu chez Montessori, de ce que j'avais vu dans les maternelles, c'était qu'il y avait une grande indépendance, que le professeur était vraiment en retrait et laissait les élèves apprendre en faisant, en manipulant du matériel. Et ça, j'ai voulu le garder avec mes élèves. Et j'ai voulu garder aussi le fait qu'il y ait plusieurs supports différents, c'est-à-dire qu'on n'ait pas tout le temps que des études papier sur document, qu'on puisse aussi faire des questionnaires sur téléphone, mais aussi sur tablette, qu'on puisse avoir des casques de réalité virtuelle, mais aussi des petites cartes avec des drapeaux que j'ai fait avec des cure-dents et qui sont de la manipulation. Et voilà, c'est une vieille technique et ça fonctionne très, très bien. Comment tu as fait pour adapter du côté Montessori, qui effectivement pour des petits-enfants, sur des ados qui fonctionnent forcément pas de la même manière? Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'adaptation, tu vois, pour que ça fonctionne? Bah, en fait, je trouve que les idées sont venues assez vite. Les flashcards, c'était facile à adapter, puisqu'une fois que j'avais compris qu'on mettait la définition d'un côté et un mot de l'autre côté, ou qu'on mettait une image d'un côté et le mot de l'autre côté, je me suis dit, OK, ça marche pour tout, les dates, les définitions, les personnages historiques, les paysages pour les villes, pour la géographie, ça marche complètement pour tout. Donc, j'ai le professeur de boulangerie qui commence à utiliser ça aussi. Il le fait avec les formes de pétrin. En boucherie, on peut le faire avec les races de vaches. Enfin, je veux dire, ça fonctionne avec tout. Donc ça, c'était assez facile. Et puis après, je voulais pas qu'on achète du matériel qui soit trop cher. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai fabriquées. Les planches de polystyrène avec les petits drapeaux qui se reposent dessus. Pareil, ça pourrait fonctionner pour n'importe quelle matière. On peut mettre autant un schéma du cœur humain qu'un schéma de fleurs, qu'un schéma de la Ve République ou qu'une carte du monde. Il faut retrouver les grandes capitales du monde. Ça fonctionne assez. Non, les idées sont venues assez vite pour l'adapter. Et tu as des sources d'inspiration? Alors, j'ai des sources d'inspiration, oui, c'est les professeurs des écoles. Professeurs des écoles, et ils sont incroyables. Donc, sur Instagram, j'ai vu plein de choses et je me suis dit, ah, génial, ça, je le fais, je le mets pour le chapitre sur la guerre froide. Ça, je l'utilise, on va le mettre pour. Non, j'ai eu, bien sûr, il y a plein de choses qui sont venues de ce que j'ai vu sur Internet. Et tu as des cobayes? Des cobayes. Ouais, mes élèves sont mes cobayes. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, tu testes, ça marche pas, boum, tu changes, tu es sans cesse en mouvement, quoi. Ah ouais, il y a des ateliers qui fonctionnent pas. Il y a un atelier que j'avais créé, je les ai vus faire la première fois, ça prenait 45 minutes de faire l'atelier. J'ai dit, oh non, il est mal pensé, il est mal fait, on fait autre chose. Mais je leur dis en fait aux élèves, je leur dis, voilà, vous êtes les premiers à tester ce matériel, dites-moi s'il manque quelque chose, s'il y a une faute, s'il n'est pas faisable, si le QR code ne fonctionne pas. Et ils sont assez contents en fait de faire partie du processus de création. Ils sont super fiers. Donc, non, je teste sur eux et je change en fonction des années. Là, encore ce matin, j'ai fait un cours avec mes BP deuxième année. Je leur ai dit à la fin, je dis, ça va pas, ça me plaît pas, je change. L'année prochaine, il y a un truc que je sens pas, donc je le change. Et je leur demande parfois leur avis. Est-ce que les exposés, ça vous plaît? Est-ce que on les enlève? Est-ce que vous voulez les mettre au début, à la fin du cours? Enfin, écoutez aussi leur ressenti en tant qu'élève. Ça veut dire que tu leur demandes des feedbacks systématiques sur les cours, etc. Ouais, ok. Oui, et puis il y a des questionnaires anonymes aussi, pour qu'ils soient vraiment très sincères. Donc, ils ont un questionnaire anonyme en début de première année
Au bout de 6 semaines, quand ils ont fait un chapitre de classe autonome, je leur demande comment ils se sentent, ce qui leur plaît. Et puis, ils ont la même chose en fin de deuxième année. Et là, j'ai 98% des élèves qui recommandent la pédagogie de la classe autonome. J'ai 86% des élèves qui disent se sentir bien ou très bien. J'ai personne qui me dit qu'il se sent mal dans la classe. Non, les résultats sont juste extraordinaires. Donc, moi, la première fois que je l'ai vu fonctionner devant mes yeux, la classe autonome, parce que j'avais passé des semaines à créer quelque chose, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et je l'ai vu fonctionner, c'est aller au-delà de mes espérances. Je suis sortie de ma classe, je suis allée voir ma directrice pédagogique, je viens voir. Non, je crois qu'on a trouvé un truc. Elle est venue et elle m'a dit, ouais, c'est génial, quoi. Et après, je suis allée voir ma directrice d'établissement. J'ai venez voir. Et même elle était bluffée. Elle me dit, vous me les avez changés, c'est pas possible. Elle a vu des élèves qui étaient des fortes têtes, hein, des élèves qui étaient tout le temps convoqués dans son bureau, être là, faire les petits drapeaux, se lever, faire son petit atelier de géographie. Elle me dit, c'est un truc de fou, quoi. Donc, qu'est-ce que ça change chez l'ado, enfin, ou l'élève, on va dire plus globalement. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un intérêt, il est acteur. Est-ce que ça a d'autres effets, tu vois, sur leur propre... Ça les responsabilise. Ouais, ça leur apprend les responsabilités parce qu'en fait, c'est comme dans les écoles Montessori, c'est pas juste la liberté, c'est le matériel, il est rangé là, il faudra le ranger là. Le matériel, il va servir pour d'autres personnes, donc je peux pas l'abîmer. La classe, il faut qu'elle soit propre, donc il faut que je la range. Donc il y a des responsables tous les jours qui rangent la classe, ça change tous les jours. C'est apprendre à travailler dans le bruit aussi, la gestion du bruit. Et puis il y a une valorisation parce qu'on leur fait confiance. C'est-à-dire qu'ils doivent faire l'atelier, tout est autocorrectif. Pour les études de documents, il y a des classeurs de correction avec toutes les corrections, donc ils doivent s'auto-corriger. Après, ils viennent me voir et me disent, bah voilà, là, j'ai fait 3 fautes. Moi, je dis, OK, je tamponne, mais peut-être qu'il en a fait 8 en fait. Donc, je leur fais confiance. Je leur dis, ça sert à rien de me mentir parce que le contrôle, ça va être exactement les mêmes exercices que l'atelier. Je vais le voir de toute façon si tu mens. Et en vrai, ils mentent pas, très peu en tout cas. Enfin, ils sont vraiment sincères parce qu'on dédramatise aussi les notes et on leur fait comprendre ils font ça pour eux et qu'en faisant comme ça, s'ils font bien les ateliers, à la fin, au contrôle, ça fonctionne et à l'examen, ça fonctionne. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. Alors, tu parles effectivement au niveau de notation. Est-ce qu'il y a un système de notation ou au contraire plus de notes? Et voilà, quelle place en fait tu donnes aux notes? Bah, moi, j'aurais aimé ne plus en mettre, comme je fais dans mon agence de soutien scolaire où il n'y a pas de notes et ça n'empêche pas les élèves de se voir progresser. Malheureusement, bah, voilà, je suis dans un établissement dans lequel on nous demande de mettre des notes parce qu'il faut que les parents puissent voir, que les maîtres d'apprentissage puissent voir ce qui se fait en cours. Donc, je mets des notes, j'en mets même beaucoup. Pour essayer d'être au plus proche possible de leurs compétences réelles. Je fais beaucoup d'évaluations avec le téléphone, avec les petites applications de quiz. Ils ont un grand contrôle à la fin de chaque chapitre. Ils ont une note à l'oral. Ils ont une note d'exposé quand ils sont en BP. Donc voilà, je fais comme ça, mais je le vois très bien dans mon agence que la note, c'est pas pédagogiquement parlant, c'est pas toujours intéressant. Ça peut l'être parce qu'il y a des élèves qui ont besoin de se situer, donc ils me demandent, mais je trouve que d'enlever déjà la note et de regarder plutôt la progression, la valorisation, ce qui a été bien fait, c'est tout aussi efficace, voire plus. Mais justement, quand tu dis qu'on peut voir la progression, si tu n'as pas la note, tu fais comment concrètement? À l'agence de soutien scolaire, quand je fais la dissertation de français, la première fois que je leur apprends à faire une dissertation, ils sont paumés, c'est normal, ils débutent. Et en fait, la deuxième fois quand ils font une deuxième, déjà, ils sont capables de sortir des arguments eux, d'aller trouver des exemples eux, donc ils sentent déjà qu'ils ont progressé. Et puis après, c'est dans la rédaction. Dans la rédaction, moi, je vais corriger, mais je mets pas de notes, mais je vais dire, bah non, regarde là, ça va pas. Tu m'as fait un plan schizophrène, c'est pas possible. Ah oui, ok, on corrige. Et ils se voient, eux, évoluer, ils se sentent de plus en plus à l'aise dans l'année. Et je pense que même parfois, les notes, ça peut être néfaste. Je prends l'exemple là, actuellement, il y a les bacs blancs dans les lycées de français. Et mes élèves, du coup, ils apprennent à faire des dissertations avec moi depuis le mois de septembre, mais certains sont arrivés un peu plus tard. Et ils me disent, ah, mais au premier bac blanc, j'ai eu 7. Alors, ils sont déçus, ça sape complètement leur confiance en eux, alors qu'ils étaient vraiment motivés pour cet exercice. Et j'ai trouvé la métaphore il n'y a pas très longtemps. Je leur dis, mais attends, tu es en train d'apprendre à conduire. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de passer un permis blanc au bout de 5 heures de conduite? Je dis, bah non. Je dis, ben voilà, en fait, on vous fait passer des bacs blancs alors que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas encore appris toutes les connaissances et toutes les compétences. Et ça, c'est un truc
que je ne comprends pas. Pourquoi on fait des bacs blancs en novembre? Ils sont pas prêts. Si l'examen, c'est en juin, c'est normal. Il faut qu'ils attendent. Moi, j'ai vu tous les ans, je vois des élèves avoir 7 au premier bac blanc et me sortir un 16 à la fin au bac de français. Et je dois ramer après, une fois qu'ils ont eu 7, pour leur dire fais-moi confiance, je sais ce que je fais, ça fait 15 ans que je fais ça, t'inquiète pas, je sais où je t'emmène, je sais que tu vas progresser, je vois très bien ta progression. Mais il y a des élèves, d'un seul coup, qui baissent complètement les bras. En plus, ils se disent, bah ouais, mais c'est coefficient 4, c'est dans mon carnet, comment je vais faire pour Parcoursup? Enfin, mais c'est que ça les sape complètement. Moi, j'aimerais vraiment changer ça. J'aimerais qu'on change ça. Parce que c'est ce que j'allais te dire, le coût du classement, en fait, il est quand même super présent dans Parcoursup. On sait très bien que ce qu'on va regarder, c'est les notes et le classement dans la classe. Je suis en plein dedans et donc on voit bien que c'est quand même super important. Ah ouais, c'est ce qui est très bête parce que selon les classes, un élève ne sera pas du tout dans le même classement. Donc, oui, c'est des choses comme ça, moi, qui me font un peu réagir parfois, et certaines qui me mettent vraiment en colère parce que moi, c'est moi qui les récupère après, les gamins qui sont brisés par le système, à qui il faut redonner la confiance. Et il y a des choses qui sont complètement absurdes aujourd'hui à l'école, même s'il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Il y a beaucoup de choses absurdes. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire en fait un exemple le plus concret possible sur un cours, tu vois, une espèce de progression qu'on puisse se projeter en fait dans la méthode, parce que tu nous as parlé des 3 phases, tu vois, tout à l'heure, mais je voudrais juste être sûre que, tu vois, tout le monde saisisse bien en fait comment ça fonctionne concrètement et puisse, tu vois, installer sa chaise et être avec toi dans la classe, quoi, tu vois. Ouais, complètement. C'est parce qu'une classe autonome, je pense que tant qu'on ne l'a pas vue, c'est difficile à expliquer vraiment. Donc, je vous prends l'exemple du cours de la Révolution sur la Révolution française. Ça parle normalement à peu près à tout le monde. Sur le cours de la Révolution française, je fais mes 20 minutes de cours où j'explique rapidement la chronologie des événements, on regarde un peu des documents, des petites vidéos de films. Et puis après, il y a les ateliers. Les ateliers, par exemple, ils vont avoir les personnages de la Révolution française. Ils ont d'un côté la tête du personnage et sa biographie, et de l'autre côté, ils ont une autre carte avec le nom. Ils doivent remettre qui va avec. Il y a, je sais pas, une quinzaine de personnages. Après, ils ont des cartes avec les dates. Donc, d'un côté, la date, de l'autre côté, l'événement. Donc là, ils s'interrogent entre eux, ils se font des quiz entre eux. Ça, c'est plastifié, c'est des cartes à jouer, mais ça, ils peuvent l'avoir aussi sur une application sur téléphone. Donc, il y en a certains qui préfèrent le faire sur téléphone et s'auto-évaluer avec le téléphone. Ils ont, sur la Révolution française, ils ont une vidéo à regarder de comment vivait le peuple avant la Révolution française, notamment comment on faisait le pain quand on n'avait plus de farine, etc. Et comme moi, j'ai des boulangers, mais c'est juste génial. Donc, c'est une vidéo d'une émission qui est très connue, qui est passée sur M6, je crois, qui est la vie des Français. Et puis là, c'est avant la Révolution, mais ça existe, la vie des Français sous Louis XIV, la vie des Français au 19e. Donc, ils ont 6 minutes à regarder avec un petit questionnaire. Ils peuvent regarder sur leur téléphone, mais on a une télé aussi dans la classe. Qu'est-ce qu'ils ont sur la Révolution française? Ils ont un document avec des choses à souligner, les cahiers de doléances. OK, qu'est-ce qui relève du social? Qu'est-ce qui relève de l'économique? Qu'est-ce qui relève du politique? C'est tout à fait classique. Ils soulignent, ils vont se corriger avec le classeur correction. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ah oui, ils ont le casque de réalité virtuelle pour voir une immersion dans la bataille de Waterloo, parce que c'est le chapitre Révolution et Empire. Donc, ils ont la bataille de Waterloo. Ils ont une carte, une étude de documents avec toutes les grandes réformes de Napoléon, où ils doivent retrouver dans des documents des informations. Est-ce qu'ils ont une mind map en Révolution française? Je ne sais plus. Je crois pas, mais parfois ils ont des mind maps, donc des schémas comme ça avec des branches. Ils doivent retrouver les lois de la Troisième République. Ils doivent faire des dessins. En faisant les dessins, ils vont les mémoriser. Mes enfants ont eu ça récemment, la carte mentale. Ouais, les pouvoirs du président de la République. Et la première fois qu'ils m'ont dit je dois faire une carte mentale pour je sais plus quelle matière, je fais qu'est-ce que c'est que, mais d'où ils font ça? Et je trouvais ça vachement bien. C'est super bien, mais ça dépend comment on l'enseigne. Moi, je vois beaucoup d'élèves arriver avec des cartes mentales. Les profs leur apprennent et c'est pas une carte mentale en fait. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de couleur. Moi, j'ai rencontré la championne du monde de carte mentale il y a quelques temps. Non, une carte mentale, c'est avec des images, sinon c'est un schéma. Et ça, encore une fois, on revient toujours au même problème, c'est la formation des enseignants. C'est forcément, si on leur a appris qu'une carte mentale, ça se faisait d'une telle façon, eux, ils font confiance aux formateurs et ils le font de cette façon-là. Donc moi, je me suis remise en question. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai appris d'une autre façon. Et quand j'ai rencontré la championne du monde, non, j'ai bien vu que c'était avec des dessins.
Mais non, les cartes mentales, ça fonctionne super bien pour tout le monde, autant pour les dyslexiques que pour tous les autres élèves. Et alors, petite question, donc chacun fait les ateliers à son rythme, hein, c'est-à-dire que du coup, il y en a qui font le Ouais, casque de réalité virtuelle pendant que d'autres font la mind map, ouais. etc. Toi, tu fais comment? T'es Shiva, quoi. Tu fais comment pour être présente et aider? Non, je me suis sur mon siège et je les regarde en fait, et c'est du bonheur. Je les vois travailler, c'est juste génial. Il y a des moments, je me pose et je savoure quoi. Je me dis c'est juste trop bien quoi. Et je les aide, moi je les guide. Donc il va y avoir un élève peut-être qui va être dyslexique et qui va avoir plus de mal à lire la consigne. Là, j'essaye de trouver pour mettre les consignes, enfin pour les filmer et qu'ils les aient avec un QR code. Et ça prend du temps de mettre toutes mes consignes en vidéo. Mais non, je vais les aider, je vais vérifier qu'ils font pas n'importe quoi aussi, qu'ils ont pas décidé de faire les petits rigolos. Et donc, avec le casque de réalité virtuelle, ce qui est marrant, c'est que j'entends en fait, parce que le son sort sur le casque. Donc, il y a certains moments, j'entends des trucs, je dis, c'est pas la bataille de Waterloo, ça ressemble à une piste de Formule 1, ton truc. Donc, c'est ils sont allés chercher un truc après. Voilà, ça c'est normal. Donc, non, je guide, je les aide. Parfois, je leur dis attention, là, ça fait 20 minutes que c'est sur le même atelier. Fais attention à ton temps parce que tu n'as que 3 séances pour faire tous les ateliers. Voilà, il faut qu'ils gèrent leur temps. Et puis, surtout, moi, je vérifie. Donc, je tamponne leur liste d'ateliers. Donc, une fois qu'ils ont fini, qu'ils me disent, Madame, c'est bon, j'ai fait les personnages. Je dis, OK, tu as eu tout bon. Oui, bah non, il y a juste 3 personnages, je me suis trompée. OK, 3 fautes. Donc, je mets le petit tampon qui correspond. Et ça, ils me suivent partout dans la classe si je fais pas ça. Pourtant, ça n'a aucune valeur de note. C'est juste écrit, tu peux mieux faire, encore un petit effort, tu vas y arriver, très bien, excellent. Si je mets pas ça, Ils sont non, perdus, je quoi. dois mettre le tampon. Ah ouais, ouais. Non, non, il faut que je remette le tampon sur le. Donc, ça demande du temps. Parce moi j'ai des classes 15, mais j'ai des classes, ils sont 30, hein. Donc en fait, je dis, je m'assois et je les regarde. Non, quand ils sont 30, je m'assois pas, je les regarde pas. Je tamponne. Ouais, je me doutais bien, hein. Je te voyais pas assise au fond de la classe à sortir ton bouquin et attendre que ça soit terminé, quoi. Et en termes de matériel, bah, tu expliques que tu fabriques une partie. Bon, le casque de réalité virtuelle, je pense que tu l'as pas fabriqué. Mais tout ça, ça demande du temps, ça demande des moyens aussi, budgétaires. Et donc ma question derrière, c'est comment tu finances ça? Et forcément, derrière, la question qui va derrière, c'est quel est le soutien, en fait, forcément, de la direction de la pédagogie dans ton établissement? Parce que ces choix-là, ils doivent être assumés, voire poussés, quoi, pour que ça puisse fonctionner, Revendiquer. ouais, de ton côté, quoi. Bah, alors ça, c'est la condition sine qua non, hein, c'est que la direction, elle suive. Et vraiment, pour le coup, moi, j'en appelle à tous les directeurs d'établissement, c'est eux qui ont le pouvoir, hein. Donc, quand ils ont des professeurs qui sont motivés en face d'eux, allez-y, les gars, parce que sinon, on peut rien faire. Quand je suis allée voir ma directrice pédagogique la première fois avec ce projet-là, ça faisait déjà plusieurs projets que je commençais à lui proposer. Je me suis dit, elle va me dire, oh là là, ça va trop loin ton truc, quoi. Et pas du tout, en fait. Ils m'ont dit, mais non, mais j'y allais pas sereine, quoi. Je me suis dit, bon, vas-y, on essaye, on propose. Et je lui dis, écoute, ça fait 6 mois que je bosse sur ça, j'ai vu ça à la télé, ça m'intéresse. Je voudrais une classe libre où on puisse faire un peu, on puisse toucher avec du matériel, apprendre en faisant et tout. Elle me dit, OK, on y va. Et j'ai eu cette chance-là parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a plein de professeurs extraordinaires en France et dans le monde qui ne se révéleront jamais si on leur laisse pas la marge de manœuvre pour le faire. Et s'il n'y a pas une direction derrière où ils se sentent un minimum soutenus. Et puis les collègues aussi. Euh, moi, bon, mais mes collègues me disent que je suis une extraterrestre, mais je sens, c'est de la bienveillance. Enfin, c'est pas méchant quand ils me disent ça. Euh, donc, je me suis sentie bien dans cet établissement pour porter des projets comme ça. Matériel, oui, alors ça coûte un peu d'argent. En fait, nous, ça nous coûte très peu cher. On est un CFA, quand on change un four de boulangerie, ça coûte très, 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 très cher. Quand moi, j'arrive avec une facture de 800 euros pour acheter des boîtes, du matériel, des stylos, des petites figurines, des cartes géantes et des planches effaçables, on me dit, bah oui, bien sûr, on signe tout de suite. Enfin, et en fait, l'avantage de la classe autonome, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter 30. Moi, je fabrique mon matériel en 3 exemplaires. Les casques de réalité virtuelle, j'en ai 2. Les tablettes, j'en ai 2. J'ai pas besoin d'en avoir 30. Donc, au final, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que ça coûte pas si cher que ça. Et le temps, eh ben, c'est là, oui, c'est là pour moi, l'écueil de la classe autonome, il est dans le temps de fabrication. Parce que quand je forme des enseignants, ils me disent, ouais,
Ok, c'est génial, on est convaincu, mais non, on va pas passer 300 heures à faire ça. Parce qu'il faut découper, plastifier. On fait tout en 3 exemplaires. Donc, quand on a 20 personnages de la Révolution française, ben, en fait, on en a 60. Tout est en plusieurs exemplaires. Donc, c'est ça qui est long à fabriquer. Donc là, moi, j'ai plusieurs projets. J'aimerais faire fabriquer des mallettes de classe autonome, en tout cas pour l'histoire-géographie, pour les mettre dans les établissements. Et je pense qu'il y a plein de professeurs qui créent des choses aujourd'hui en anglais, en maths, en sciences, et j'aimerais les mettre en commun. Donc, j'ai créé il n'y a pas très longtemps un groupe Facebook classe autonome où justement tous ceux qui veulent partager leur matériel, ils peuvent s'inscrire, enfin ils peuvent adhérer au groupe et puis on se partage des choses. Là, j'ai un collègue dans un lycée qui est en train de faire tout le programme de lycée en classe autonome. C'est extraordinaire. Puis alors lui, il fait en 10 exemplaires. Je lui dis, mais t'es dingue. Il me dit, ouais, mais comme j'ai qu'une heure de cours, je peux pas faire plusieurs ateliers trop en même temps. Alors du coup, je fais comme ça. C'est un fou, quoi. Il fait 10 exemplaires de chaque. Mais voilà, et lui, voilà, je suis sûre qu'il partagerait avec plaisir ce qu'il a créé. Moi, les personnages de la Révolution française, les présidents, le XXe siècle, le XIXe siècle, tout ça, c'est déjà prêt. Les gens, ils peuvent aller se servir. Ils auront toujours à le découper, le plastifier. Mais Ouais, mais pas le concevoir. Attends, c'est la conception qui est compliquée, qui est longue hein, quand même, j'imagine. Hein. non, le plus long, c'est fabriquer. Ah ouais? Ouais, D'accord. ouais, non, le plus long, c'est de découper, plastifier, faire les petits drapeaux là avec les cure-dents. C'est ça le plus long. Et dans ma classe, les élèves le savent très bien. S'ils cassent, ils refont. Je leur dis, tu viens avec moi à midi, c'est toi qui plastifie, qui coupe, qui décolle. Donc oui, ça prend du temps. Mais au final, quand je calcule le temps que ça prend, quand on est professeur, on a dans notre contrat de travail, on a ce temps qui est payé de préparation de cours. Donc moi, ce que je dis aux enseignants, toujours ma parade, c'est de dire, mais attendez, vous passez des heures à préparer vos cours. Arrêtez, fabriquez des choses. Et vous verrez que la fatigue, en plus, elle est moindre. Moi, je suis beaucoup moins fatiguée quand je fais de la classe autonome que comme j'enseignais avant. Le fait de les laisser faire, de les laisser apprendre, que de ne pas parler tout le temps pendant 1 heure, je suis beaucoup moins fatiguée. Et moi, j'enseigne moins. Les élèves apprennent plus, apprennent mieux, ils retiennent mieux et ils sont plus heureux. Que demander de plus, quoi. Ouais. Et tu Bah disais voilà. tout à l'heure par rapport à l'école, donc il y a d'autres professeurs. Alors ça m'intéresse parce que j'imagine que dans le CFA, il n'y a pas que enfin, tous les professeurs n'appliquent pas du tout ta méthode. Comment ça se passe? D'une part, comment les élèves s'adaptent, tu vois, d'un prof à un autre, parce que du coup, ils doivent re-rentrer dans un moule quand ils passent côté pédagogie classique. Comment les autres professeurs peuvent vivre, en fait, finalement, cette potentielle comparaison, en tout cas différence. Tu disais qu'ils étaient traités d'extraterrestres, mais au-delà de ça, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens qu'il y a une porosité et que du coup, les choses commencent un peu à évoluer ou pas? Bah, ça dépend des enseignants. Il y en a certains qu'on fera jamais bouger, qu'on fera pas bouger. De toute façon, moi, c'est pas ceux-là avec qui je vais aller travailler. Je vais travailler avec ceux qui ont envie de bouger. Donc, j'ai formé 9 de mes collègues l'année dernière. Et il y en a certains qui ont trouvé ça très, très intéressant. Il y en a certains qui commencent à l'utiliser. Le prof de boulangerie, il a commencé à le faire. Mais en fait, ça demande du temps, ça demande un deuil d'une façon d'enseigner. Et même s'ils trouvent ça bien, même si je leur ai appris comment faire, instinctivement, ils vont pas vers ça. Donc, c'est long. C'est vraiment long. Même les professeurs qui m'ont dit, ah mais oui, c'est super, je pourrais le faire, les flashcards, je peux le faire pour la science, je peux le faire pour les fleurs, etc. Je les vois pas faire parce qu'en fait, ça demande vraiment un temps de réflexion et un temps mais de deuil, vraiment. Mais moi, la première fois qu'on m'a dit, il faut que vous arrêtiez de faire cours, c'est un formateur qui m'avait dit ça. Je m'étais complètement braquée. J'avais dit non, moi, j'adore faire cours et tout. Et en fait, ce jour-là, il a planté une graine et ça a mis du temps avant que j'arrive à me dire, OK, je vais arrêter de faire cours comme ça, je vais changer. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, c'est une méthode alternative parmi d'autres. Donc, je n'ai pas vocation à ce que tout le monde fasse ça. Moi, je dis aux enseignants, est-ce que c'est efficace ce que vous faites? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous prenez plaisir à enseigner? Est-ce que les élèves apprennent et sont bien avec vous? Si vous me dites oui, ne changez surtout rien, mais surtout pas. C'est quand il y a un problème qu'il faut chercher une solution, il faut chercher ce qui est efficace. Donc, Et toi, comment tu mesures ou comment tu rassures, ou pas toi forcément, mais on va dire un nouveau prof qui se pose la question de passer sur cette méthode pédagogique et se dire comment je vais pouvoir rassurer en fait mon établissement que la méthode est efficace, quoi, en gros. Tu vois, on parle souvent de métriques, quoi. On dit toujours, il faut, voilà, on se rassure avec des chiffres, quoi. Donc, ouais, en fait, les notes, elles augmentent. Là, par exemple, le professeur qui fait les 10 exemplaires là,
par atelier. Ça fait quelques semaines qu'ils testent la classe autonome. Ils m'envoient tout le temps des trucs en me disant, mais c'est génial. Ça a changé ma classe. Il m'a dit là, il y a 3 jours, non, hier, il m'a dit, j'ai entendu un élève râler parce que la cloche sonnait la fin du cours. Non, ça n'arrive pas, ça. Mais moi, ça m'arrive tout le temps. Il m'a dit, en plus, ils ont des meilleures notes, les résultats sont meilleurs et tout. J'ai dit, mais oui, c'est. Et en fait, tous les gens là qui commencent à faire de la classe autonome après avoir vu les vidéos où j'expliquais comment j'avais fait, etc., tous me disent, mais c'est génial. Me disent tous, ça m'a changé ma classe. Les élèves sont super contents. J'en ai même un, il m'a dit, mes élèves, ils veulent plus que je fasse cours. Ils veulent que de la classe autonome. Non, c'est génial. Oui, Et effectivement, t'as tout tous les gagné là. profils, hein, que ce soit anglais, français, cuisine, BTS, gestion, enfin, tous, ils me disent, ah, mais c'est fou. Comment ça, d'un seul coup, ça change la dynamique, en fait. Donc, non, il y a des vrais résultats. Et c'est ça qu'il faut dire aux établissements. Il y a des résultats. Il y a une autre question que je me pose, c'est que tu vois, quelque part, un prof aujourd'hui, on peut être assuré. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. C'est juste pour bien te faire passer une bonne après-midi, après tu vas être contente. Mais je me dis, tu vois, un prof, il a été effectivement formé sur un programme, on va dire, qui a été validé. Donc tout ça, c'est très rassurant, en gros. Vous, est-ce que... enfin, tu vois, ce programme-là, il a été un peu tamponné, quoi, en disant, c'est bon, il a été testé, il est cool. Vous, de l'autre côté, toi, tu fais des tests, tu essayes des choses, etc. Me vient la question de... qui te contrôle, en fait? Tu vois, c'est quoi les garde-fous pour dire, mais elle est complètement en train de péter un câble, elle va pas du tout dans le bon sens, etc. Tu vois? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, moi, déjà, je respecte les programmes de l'éducation nationale et je leur fais passer l'examen. Enfin, ils passent l'examen à la fin de l'année, qui est l'examen officiel, avec des professeurs qui sont des professeurs de l'éducation nationale qui les jugent. D'accord. Donc, le garde-fou, il est là. Bien sûr. Si on me dit, vos élèves, ils sont très bons, bah voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, le résultat, il est là. Et à l'agence de soutien scolaire, ça fait 4 ans que je fais 100% de réussite au bac. Et moi, je me base là-dessus, en fait. Et quand je vois que mes élèves, ça fonctionne pas, je me souviens, la toute première année où j'ai enseigné à Évreux, j'enseignais les mathématiques. Première année, j'ai fait 50% de réussite. Bah, j'ai changé de méthode. L'année d'après, j'ai complètement changé de méthode et j'ai fait 100%. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi, tu sais, parce que en fait, on peut avoir peur, et je pense notamment en classe Montessori. En tout cas, moi, en tant que parent, la question que je me pose toujours, c'est que quand on met son enfant dans un système qui est un peu différent, on se dit très bien, ça va peut-être lui convenir là, sur le moment, mais est-ce que ça le prépare bien à la suite? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où malheureusement, tu es rattrapé par le système. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment donné où il faut re-rentrer. On dit il ne faut pas de sélection au lycée, etc. Moi, je me dis toujours, super, vous êtes tous mignons, quoi. Mais la sélection, elle se fait après. Exactement. Et les professeurs sont sévères. Moi, mes gamins, quand ils me disent ah non, mais il est lunatique, je dis mais parce que tu crois que ton patron, il ne sera pas lunatique, honnêtement? Que ta meuf ou que ton mec, il ne sera pas lunatique? Complètement. Prépare-toi à la vie. Complètement. Donc, comment, tu vois, comment vous préparez aussi, tu vois Ouais, c'est une discussion que j'ai très souvent avec ma meilleure amie, qui a exactement le même discours que toi, et je l'adore pour ça, parce que justement, elle me rappelle à un moment donné qu'il faut que je rentre dans certaines cases. Et quand j'ai créé la classe autonome, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, je veux pas leur montrer que la vie, c'est Yukun-kun. Donc, bah, il y a des responsables. Tous les jours, il y a un responsable de la propreté de la salle. Il y a un responsable des chaises et il y a un responsable du matériel. Il vérifie que le matériel, il est bien rangé, il n'est pas cassé, il le range avec moi. Ils apprennent l'autonomie, ils apprennent l'entraide, ils apprennent la solidarité, mais il y a aussi des classements. Parce que quand on fait le quiz, il y a un classement à la fin, il y a un podium. Bah ouais, c'est la vie, parfois il y a des classements. À la fin, il y a un examen. Parfois, c'est difficile. Quand on apprend à l'agence de soutien scolaire la dissertation de philosophie ou de français, bah, on apprend aussi le dépassement de soi. On apprend à avoir confiance. Et en fait, c'est tout ça. C'est pas juste, oh là là, on va jouer et on va faire des jeux de cartes absolument pas. En fait, il y a des moments où c'est difficile, où je dis, bah, OK, là, maintenant, on va faire une dissertation, mais ça passe en classe autonome aussi avec des petits exercices évolutifs. Et non, mon but, c'est pas du tout de les mettre dans un monde de bisounours. Pas du tout, pas du tout. Et j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé quand j'ai monté la classe en me disant, il faut pas que ce soit un truc tout rose, tout liberté, parce que j'ai vu des écoles comme ça. J'avais fait des immersions dans des écoles vraiment sur totale liberté. Et moi, personnellement, c'est un modèle qui ne me convenait pas.
et qui convient certainement à certains enfants. Mais bah, moi, en tout cas, je ne voulais pas ça pour ma classe. Ouais, moi ça c'était super intéressant qu'on en parle et du coup ça me fait un peu arriver à la question suivante, c'est que j'imagine que tu dois faire face à des craintes des parents, des élèves qui inscrivent leur enfant au CFA et qui du coup voilà, des autres profs, de ta direction pédagogique, enfin globalement. Et du coup, en fait, en gros, quelles sont les principales critiques que tu entends et que tu dois lever, quoi? Ah ouais, non, les élèves, ils me font totalement confiance. Et en fait, au bout d'une journée en classe autonome, ils se sont rendus compte qu'ils ont appris plus de choses. Donc, c'est fini, la crainte, il n'y en a pas. Les parents d'élèves, on les voit. Nous, en CFA, on les voit pas beaucoup. Donc, j'ai pas de rapport vraiment beaucoup avec les parents. Mais quand je les vois en réunion parents-professeurs, ils me disent tous mais c'est extraordinaire, notre fils, il n'aimait pas l'histoire. Maintenant, il vient avec plaisir, il nous parle d'histoire au dîner. Donc, OK. Incroyable. La direction, non, la direction, ils m'ont toujours fait une confiance, pas aveugle, mais une totale confiance. Donc, ça, c'est très, très agréable. Euh, Et alors les a priori, quand tu es à un dîner et que tu expliques. Non, ce que je vais avoir, c'est des critiques. Parce qu'avec la médiatisation vient forcément la critique. Et les critiques les plus violentes, elles sont venues du corps enseignant. Elles sont venues du corps enseignant, bien sûr. Mais j'ai arrêté de lire les commentaires sous les vidéos et sur ce que je mettais sur les réseaux et sur le Global Teacher Prize parce que ça ne me... Je ne sais pas comment font les gens qui arrivent à lire les critiques et que ça leur fasse rien. Donc moi, je ne regarde pas. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Mais j'ai regardé une fois et c'est violent. C'est très, très violent. Ouais. Déjà, je suis un imposteur parce que je n'ai pas le concours. Je ne peux même pas me permettre de m'appeler professeur parce que je n'ai pas le concours. Donc, j'ai envie de leur dire, ouais, tous les jours, je suis devant ma classe, je fais un cours, j'ai des copies à corriger, je remplis des bulletins, je fais des réunions parents-prof, appelle-moi comme tu veux, mais ça ressemble vachement à un prof, quoi. Ce que j'ai eu beaucoup comme critique, c'est ah oui, mais c'est sûr que sa méthode, elle marcherait pas dans des grandes classes. Ah, mais c'est sûr que sa méthode, elle marcherait pas avec des lycéens. Là, elle fait avec des petits CAP, avec des niveaux tout pourris. J'avais envie de leur dire, bah non, en fait, je le fais avec de la philosophie, du français. J'ai des classes de 30, j'ai des classes avec des dyslexiques. Donc, en fait, il fallait toujours trouver une excuse qui faisait que ça marchait. Donc, c'était oui, mais ça ne marcherait pas dans des milieux défavorisés. Tapez CFA Simone Veil sur la carte de Rouen, vous allez voir où c'est, puis on en reparle. Mais ça ne marcherait pas dans des classes comme chez. Voilà, les gens disaient forcément, mais ça ne marcherait pas chez moi. Donc, faux et archi faux. La preuve, c'est que tous les gens qui sont en train de le tester me disent que ça fonctionne et ils viennent de milieux tous très divers et d'établissements tous très divers. Ouais, j'ai eu beaucoup de critiques sur des gens qui croyaient pas du tout en la méthode, qui disaient, de toute façon, c'était quand j'utilisais la réalité virtuelle, on me disait, ah bah oui, mais moi aussi, avec du matériel comme ça, je pourrais être meilleur prof du monde. Quand j'utilisais des cure-dents, on se moquait de moi parce que je faisais tout à la main et que j'utilisais des cure-dents, donc ça n'allait jamais. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder, je regardais plus du tout. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qu'on m'a dit, parce que moi j'ai arrêté de regarder, mais ce que j'ai apprécié, c'est que c'est les élèves qui m'ont défendu en fait. C'est les élèves qui regardaient et qui disaient non mais arrêtez, moi c'est ma prof, je l'ai tous les jours en face de moi, cette méthode je la teste tous les jours. Vous pouvez pas dire ça en fait, vous connaissez pas donc c'est ça, c'est des gens ou des parents d'élèves qui ont dit mais moi j'ai mis mon enfant chez elle pendant 3 ans, ça a métamorphosé mon adolescent, il est sorti avec une mention au bac alors qu'il savait pas rédiger. Donc voilà, c'est plutôt des parents d'élèves, des gens qui me connaissaient que ça a blessé d'entendre des choses comme ça et qui m'ont défendu. Mais oui, les critiques, elles sont très, très vives du corps enseignant. Et moi, c'est ça le challenge qui me plaît aujourd'hui, c'est d'aller former les enseignants et d'aller montrer que j'y crois en fait dans cette méthode. Parce que je la vois fonctionner tous les jours et que j'ai les preuves tous les jours en face de moi qu'elle est efficace. Et alors justement, qu'est-ce qui pourrait être réplicable, évidemment progressivement, parce que là on parle d'un gros mammouth quoi, à faire bouger, donc il va falloir attaquer pas par la face nord, quoi. Il va falloir le faire par petits bouts, quoi. Donc qu'est-ce qui pour toi pourrait déjà être facilement applicable ? En fait, on peut facilement prendre un chapitre de n'importe quelle matière et de n'importe quel niveau et le mettre en classe autonome. J'ai une vidéo comme ça où j'explique comment tout le matériel que j'ai créé, les 12 types d'ateliers que j'ai créés, peuvent être adaptés à n'importe quelle matière. On prend les flashcards, n'importe quelle matière. Ça peut être des définitions pour la fac de médecine, ce serait pareil. Les planches effaçables, à partir du moment où vous avez un schéma, ça peut être de la science, ça peut être de l'économie, ça peut être de la boucherie et les morceaux du bœuf, ça peut être ce qu'on veut. C'est réplicable. De regarder des petites vidéos et de faire des questions. Je veux dire, aujourd'hui, sur YouTube, il y a des vidéos sur tout.
Donc, ça pourrait être de la philo. Un prof de philo pourrait très bien leur demander de regarder un youtubeur très célèbre qui fait des petites vidéos de philo que j'adore et leur demander de répondre à un quiz. Ça pourrait être une étude de documents en économie avec un petit quiz sur téléphone. Ça pourrait être... Moi, ce que je fais, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est pas, enfin, c'est un changement de posture et un changement d'approche. C'est-à-dire que je prépare du matériel. Je prépare du matériel pour que l'élève apprenne par lui-même. Je lui prépare toute une séquence pédagogique pour qu'il puisse le faire seul et s'auto-corriger. Mais pour moi, tu mets le doigt sur le truc, c'est le changement de posture. Et là, je me dis, est-ce que on est tous capables d'avoir cette posture-là? Et je dis nous tous, je suis pas prof, mais je me mets à la place d'un prof qui a toujours fait autrement. Et du coup, est-ce que finalement, le plus compliqué, ça serait presque aussi d'avoir un changement de mindset, quoi, tu vois, et puis presque de formation un peu des profs, quoi, pour les rassurer sur leur capacité à faire ça. Complètement, il faut former les enseignants, mais pas que sur ça. Hein. Il faut former les enseignants à la dyslexie, enfin, tout ce qui est trouble de l'apprentissage, la psychologie, les sciences cognitives, la discipline positive. Elles sont où ces formations-là aujourd'hui à l'éducation nationale? Non, déjà, il faudrait être dans l'inclusivité, hein, déjà. Ce serait pas mal. Non, mais enfin, voilà, c'est juste ça aujourd'hui. Comment fonctionne un adolescent? Mais juste sciences cognitives, comment fonctionne un cerveau qui apprend? Je pense qu'on pose cette question à la sortie d'un lycée à tous les profs. On serait surpris du résultat, alors que c'est leur outil de travail et c'est ce qu'ils sont censés enseigner aux jeunes. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai souci de formation des enseignants. Mais quand je dis ça, je peux me faire insulter sur les réseaux, alors que c'est vrai. Moi, j'ai un collègue qui m'a dit il y a quelques semaines, j'ai eu une formation sur individualiser au lycée, individualiser les cours au lycée. Donc la personne qui vient est quand même un formateur spécialisé. La première chose qu'il leur a dit, premier jour de formation, laissez tomber l'individualisation au lycée, c'est pas possible. Je pense qu'on a tout dit. Donc, il y a un vrai souci de formation. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas de formation, soit ils ont des formations qui sont mauvaises. Donc, oui, il faut changer sa façon de penser la classe, sa façon la valeur qu'on donne à la parole de l'enseignant et la posture de l'enseignant. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi qui est clé aussi, qui est finalement la mission qu'on se fixe en tant que prof? Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, c'est quoi être prof, tu vois? Parce que peut-être qu'on n'a pas tous la même vision et que c'est peut-être aussi ça le nœud du problème, quoi. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le but, c'est pas qu'on soit tous pareils. Moi, je trouve ça génial d'avoir des profs dans sa vie extrêmement différents, d'avoir des profs très sévères, d'autres très bienveillants, d'avoir des profs très rigoureux, d'autres un peu plus laxistes, mais qui vont aussi nous apprendre justement à être plus autonomes et à se bouger un peu tout seul. Enfin, chaque professeur va apporter quelque chose de différent. Donc, il n'y a pas un bon modèle du bon enseignant. Ça, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que c'est pour être professeur pour moi aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est je vais les préparer à un examen. Donc, j'y ai connaissance, compétence. Mais la deuxième chose, c'est je prépare des citoyens. Donc, il y a aussi réflexion, esprit critique, curiosité et donc plaisir. Parce qu'on ne va pas avoir de curiosité pour un truc qui nous ennuie. Et la base, elle est là. Et chaque professeur devrait se poser cette question, en fait. Si je les ennuie, ils ne retiendront pas. C'est prouvé. Le cerveau ne retient pas ce qui l'ennuie. Donc, avant de commencer déjà à expliquer des théorèmes, de la physique, de la philo, etc., il faut créer l'envie, il faut créer la curiosité. Moi, j'ai des élèves de CAP à qui j'ai réussi à faire étudier du Racine. Mais je n'ai pas commencé par Racine. J'ai commencé par des pièces contemporaines. J'ai commencé par... c'est l'approche aussi de comment on va amener. Quand je fais étudier de la philosophie ici, à l'agence, j'utilise Star Wars, j'utilise les contes, j'utilise Harry Potter, je leur dis, tu vois, c'est que ça, la philosophie de Sartre, c'est Harry Potter. Et il me dit, ah ouais, d'accord, ok. Du coup, ça lui donnera peut-être envie de lire Sartre un jour. Mais si je lui dis, allez, on va lire Sartre, non, c'est mort. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que en fait, ça rejoint aussi le débat que on a eu tout à l'heure sur la place qu'on laisse à l'adolescence et parfois, moi, je trouve aussi souvent les conflits avec les adolescents naissent d'une espèce de conflit générationnel que les parents instaurent en fait, en disant qu'il y a une sous-culture, une surculture. Moi, la phrase que j'ai testée le plus, c'est mais c'est quoi cette musique de sauvage? Nous, c'était mieux avant. Le truc, c'était mieux avant. Moi, ça me bloque totalement. Ça me bloquait quand j'étais jeune. Et ça, j'ai un souvenir précis de ça.
Et quand tu dis que tu utilises Star Wars pour les amener sur quelque chose, moi je trouve ça super bien parce que, tu vois, mon fils, il kiffe de faire de l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'il a joué sur des réseaux Minecraft. Et donc il parlait avec des gens du monde entier. Et aujourd'hui, s'il n'a pas de blocage, voire il a un plaisir à parler anglais, c'est parce qu'il a compris l'utilité, quoi. Donc c'était via les jeux vidéo, mais peu importe. Moi je suis contente aujourd'hui qu'il aime bien parler anglais. Et donc ça, c'est pas une sous-culture, c'est juste une façon différente de s'amuser. Et voilà. Donc ça, je trouve ça super intéressant, quoi. Complètement. Mais le fait de parler de sous-culture, moi déjà, je trouve ça hyper snob. En fait, c'est pas, et puis c'est pas incompatible. Moi, c'est ce que je dis aux élèves. Je dis, tu sais, moi, je peux te parler d'Harry Potter comme je peux te parler de Molière. C'est pas un problème. C'est pas parce que j'adore Molière que je peux pas apprécier la dernière série sur Netflix. Enfin, et en fait, on leur a trop fait croire qu'il y avait deux mondes, qu'il y avait les intellectuels et puis qu'il y avait la culture populaire, la pop culture. Et en fait, bah non, moi, je peux autant prendre plaisir à lire un bon Victor Hugo ou à regarder la dernière saison de The Witcher. C'est pas un problème, en fait. Et ça, je trouve qu'ils sont reconnaissants quand on leur dit ça, quand on leur montre ça. Et en plus, ils sont admiratifs parce qu'ils se disent, waouh, la prof, elle connaît trop. C'est trop la classe. Du coup, moi, j'ai des élèves qui me disent parfois, mais j'ai une élève un jour qui vient ici pour la philo, ça fait 4 ans que je la suis, elle me dit, je crois que tu es la personne la plus intéressante que je connaisse. Elle me dit, mais on peut parler de tout avec toi, de la philo, de la politique, la sociologie, le, le français. En plus, ils m'entendent, parce qu'ils m'entendent faire les maths, après arriver sur eux, faire la philo, après arriver sur l'autre, faire Victor Hugo, puis revenir et dire, OK, elle en est où ton exponentielle, quoi. Donc, ils se disent, elle a un cerveau surhumain, quoi. C'est pas possible. C'est une gymnastique, en fait, c'est une habitude, hein. C'est une gymnastique, mais et puis c'est mon côté hyperactif aussi qui fait que j'aime faire plein de choses. Mais non, moi je supporte pas dans les copies quand je vois des profs mettre. J'avais un élève une fois qui avait mis Peter Pan dans une copie de français et le professeur avait mis utilise un exemple plus littéraire. Et ça m'avait fait dresser les cheveux sur la tête. Je m'étais dit, mais attendez, Monsieur Barry qui a écrit Peter Pan, c'est un auteur. Il est pour rien que le Disney derrière ait repris son œuvre pour en faire un dessin animé. Enfin, et je suis persuadée que si elle avait mis le célèbre roman de Barry écrit en Angleterre, la prof aurait jamais mis ça, en fait. Et donc, moi, c'est pour ça que je leur donne toujours des petites astuces comme ça. Je dis, si tu veux citer absolument ce truc-là, il faut que tu mettes ça derrière, ça derrière, ça derrière pour que ça passe, quoi. Parce que non, c'est très snob de penser qu'il y aurait des sous-cultures. Mais en philosophie, c'est pareil. J'avais mon mari, il avait un prof de philo à l'université, au lycée, qui lui disait un bon philosophe est un philosophe mort. Ouais, c'est super. Bah, c'est débile. Ouais. C'est débile. Enfin, non, pourquoi on pourrait pas parler de Monsieur Comte-Sponville, de Elisabeth Badinter, de Michel Onfray dans une copie de philo. Enfin, c'est complètement. Au contraire, ça montre qu'on s'intéresse aux philosophes de son époque. Enfin, et qu'on a une certaine pertinence et une espèce de lucidité aussi pour être capable de repérer des gens avant que tout le monde le repère. Donc la transmission, c'est quelque chose qui t'importe. Tu as parlé du groupe Facebook et tout. Est-ce que tu as d'autres initiatives ou d'autres projets que tu as en tête ou que tu as déjà mis en place pour justement être évangélisé au maximum dans le corps professoral, tu vois, tes envies, tes principes? Ouais, je travaille sur des ouvrages. Un site internet qui est en train de voir le jour, là, que je suis en train de travailler avec un ami sur la classe autonome, des formations que je vais proposer donc aux professeurs qui veulent se former à titre personnel. Mais là, je vais commencer à me déplacer dans les établissements. Sur demande de chef d'établissement, je vais un peu dans toute la France. Je continue à faire des vidéos YouTube. Il y a mon site internet sur lequel il y a beaucoup de choses et il y a tout, en fait, le matériel que j'ai créé. Donc, si quelqu'un veut voir un exemple, il peut tout à fait voir ce que j'ai créé sur le site. Et puis, aller dans des conférences, aller dans des colloques. Là, je vais aller à l'université Et tu dors des fois ou pas? Ouais. Là, je dors très bien. Je suis une grosse dormeuse en plus. Non, mais je cale ça quand je peux. Mais je fais des choses l'été. Je fais beaucoup de choses l'été. L'été, je ferme tout. Je ferme l'agence et je prépare. C'est là que je prépare le matériel de classe autonome. C'est là que je crée le site internet. C'est là que je fais pas mal de choses. Et puis en vrai, toutes les vidéos YouTube, je les ai faites pendant le confinement, hein. C'est parce que j'avais du temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, des vidéos. Donc oui, allez, là, je suis très contente parce que je vais à l'université de Rouen bientôt. Je vais intervenir sur des jeunes qui vont devenir professeurs. Et là, j'ai la pression. Parce que non, mais ça, c'est eux que je veux toucher. C'est avant qu'ils soient
heu, trop, formaté, par un système, qui est très, très cadré et j'aimerais beaucoup aller toucher, l'éducation nationale, mais ils ne me répondent pas donc c'est compliqué. Donc je vais passer par en bas. Je vais passer par les profs, c'est ça qui est le plus important au final. Parce qu'en fait, j'ai certains profs qui ont peur, qui me disent: «Mais est-ce que l'inspection d'académie, ça va passer ou pas?» Et je leur dis: «Mais je vois pas pourquoi ça passerait pas en fait. Vous respectez les connaissances, les socles de compétences, on a juste changé le support». Donc il y a rien dans les textes, qui pourrait, jouer sur ça, je pense. Enfin, c'est vraiment les mêmes exercices. Mais on voit bien toute la pression, hein, du coup, hein? Ouais, mais en fait et là, ça va dépendre. Pour le coup, on n'est pas tous logés à la même enseigne. J'ai des profs qui me disent, «Beh, moi, j'ai voulu le faire et mon inspecteur d'académie m'a dit non», et inversement, j'ai des inspecteurs d'académie qui m'ont contacté, qui m'ont dit: «C'est génial votre truc». Donc en vrai, je pense qu'aujourd'hui à l'éducation nationale, c'est bien qu'il y ait un cadre parce que moi, j'aime le fait qu'il y ait un cadre, qu'il y ait un programme, qu'il y ait des examens, qu'il y ait des échéances. Je trouve ça super. Mais peut-être, ouais, la liberté pédagogique, il faudrait la laisser parce que de toute façon, on peut juger à la fin de l'efficacité d'une méthode ou pas par beaucoup de critères. Donc, les pays dans lesquels ils ont laissé les gens faire à leur sauce, au final, ce sont des pays qui aujourd'hui sont très bons dans les classements PISA parce que les gens adaptent et changent quand ils voient que ce n'est pas, efficace et puis quand ils sont ouverts à la concurrence, de toute façon, il faut qu'ils soient bons par rapport aux autres. Donc ça fonctionne comme Puis ça, ça favorise, l'initiative, j'imagine et du coup l'initiative, bah, il y a des échecs et des bonnes choses. ça favorise l'initiative, le progrès et aujourd'hui dans un système de service public où l'école est sanctuarisée, peut-être que parfois ça ne crée pas l'initiative de professeurs qui se disent: «Mais de toute façon je suis là pour 40 ans, que je fasse bien ou pas bien, c'est pareil, pourquoi je vais m'embêter à faire, autrement?» Je pense qu'il faut avoir une sacrée conscience professionnelle pour se dire, «J'ai envie de changer, je veux que mes élèves y soient bien, je veux faire tout ce qui est possible pour que ce soit, efficace». Tu sais, ça me fait penser à j'ai fait un épisode où j'ai invité un anesthésiste réanimateur et il m'expliquait qu'en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'à une époque, en fait, bah, les échecs, qui peuvent être d'ailleurs dramatiques, hein, sont, bah, sanctionnés quoi, pouvaient être sanctionnés et du coup, il y avait une culture du secret. Une culture de je cache les erreurs parce que et là où ça a commencé à changer et les choses ont progressé, c'est quand ils ont favorisé en fait, donc allégé la peur de cet échec pour pouvoir libérer la parole. Et c'est en libérant la parole que du coup il y a eu beaucoup plus de prise de conscience, de transfert de compétences, etc. Et que c'est comme ça que dans les services de réanimation, les choses se sont améliorées. Voilà. Mais donc ça me fait beaucoup penser à ce que tu racontes là. Ça m'étonne pas, mais ça, c'est un truc très français, hein, de l'échec, honteux, alors que moi, c'est écrit juste là, en face de moi, dans ma salle de classe, «L'échec est le meilleur des maîtres». C'est, c'est on apprend tellement plus d'une défaite que d'une victoire. Non, non, il faut passer par l'échec. C'est la meilleure façon d'apprendre, même pour le cerveau, non, non, c'est très important. Il faut pas avoir peur d'échouer, d'essayer des choses, de 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 tenter des choses différentes et c'est vrai que voilà, moi, ce collègue, je sens qu'il est un peu, tendu là, face à l'inspection d'académie qui va venir voir sa classe autonome, c'est pas facile. Donc je lui dis: «Mais non, tu montres tes résultats, tu montres que tes élèves ont de meilleures notes, tu montres, que c'est une pédagogie aujourd'hui reconnue à l'international, tu montres, voilà, Bah justement, alors, tu parles de l'international. Est-ce que c'est dans une logique d'évangélisation que tu t'es inscrit au concours? Complètement parce que moi, le jour où je l'ai vu fonctionner en face de moi, la classe autonome, je me suis dit: «Je peux pas garder ça pour moi, c'est juste extraordinaire, ça va sauver des milliers de gamins, de gens qui sont en souffrance à l'école». Donc ah non, non, il faut le sortir ce truc-là, faut en parler, il faut que ça fasse du bruit. Sauf que moi j'étais professeure de CFA, j'avais pas le CAPES, personne n'allait m'écouter. Donc je me suis dit: faut que je tente ce truc. Si je suis bien classée, on va parler, on va mettre la lumière sur la pédagogie et là ça va et ben j'ai gagné. C'est tout banco aujourd'hui, c'est voilà, aujourd'hui j'ai plus une minute à moi, tout le monde veut se former, tout le monde veut avoir, mon avis sur voilà la pédagogie, sur, s tout m voilà, c'est super. Moi j'ai tout gagné aujourd'hui et j'espère que c'est les gagnants, ça seront les Tu élèves. veux bien nous décrire un peu ce qui s'est passé, dans ce concours? Tu vois, vous étiez combien? Comment, qui est dans le jury? Comment c'est quoi les étapes? Sur quoi vous êtes jugés pour être classés, tu vois?
On est 8 000. Enfin, on est 8 000. Cette année, on était 8 000. L'année dernière, on était 12 000. En fait, on envoie une candidature. Il y a deux façons de faire. Soit on envoie une candidature, nous, soit des gens peuvent envoyer une candidature pour nous. Donc, si les jeunes qui nous écoutent ont des super enseignants, envoyez des candidatures. Il n'y a rien de plus beau que d'être reconnu comme ça par ses élèves. On envoie une candidature, il y a plusieurs critères. Et en fait, la pédagogie, c'est seulement un de ces critères. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup mis ça en avant dans les médias, etc. Mais le classement, il est fait sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, il y a déjà les défis, les challenges auxquels on est confronté, le fait qu'on travaille dans des milieux difficiles, que moi, j'ai des élèves qui ne parlent pas le français, que je travaille dans des milieux sociaux complexes, voilà, j'ai pas eu mon concours, j'ai dû trouver d'autres façons d'enseigner, etc. On nous demande l'innovation, qu'est-ce qu'on a créé de vraiment nouveau, de vraiment novateur. On nous demande nos résultats. Donc, on regarde les chiffres, les résultats aux examens, etc. On nous demande ce qu'on a mis en place en dehors de notre salle de classe. Qu'est-ce qu'on met dans notre communauté? Est-ce que c'est pas juste un professeur? C'est qu'est-ce que vous faites dans votre école? Est-ce que vous avez voilà, moi j'ai monté une association avec mes élèves pour les faire voyager parce que moi mes CAP, j'en ai un encore il y a une semaine qui m'a dit à 20 ans que c'était la première fois qu'il avait mis les pieds dans Paris, alors qu'on habite à 1h30 de Paris. Voilà, moi j'ai des élèves qui voyagent pas, donc je me bats tous les ans. Là, je me bats pour les emmener à Dublin cette année. On n'a pas les sous, donc on essaye de trouver des financements pour partir. Donc voilà, voilà le fait qu'avec l'agence, on parraine des enfants en Afrique, en Asie, c'est tout ça. C'est ce qu'on a mis en place pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'on a créé pendant la pandémie? C'est qu'est-ce qu'on apporte à la profession? Quelle contribution on apporte à la profession? Est-ce qu'on a écrit des choses? Est-ce qu'on forme des gens? Est-ce qu'on a une page Internet qui est très consultée? Est-ce qu'on a une page Instagram, etc. Enfin, c'est tout ça en fait qui est regardé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critère? La reconnaissance. La reconnaissance, il faut absolument des lettres de recommandation d'élèves, de la direction, de parents d'élèves. Non, non, c'est un gros dossier qu'on envoie. C'est pas bonjour, je suis un prof marrant. Donc non, parce que c'est des critiques que j'ai vues, c'est beaucoup de critiques que j'ai lues et en fait les gens n'avaient pas pris le temps juste d'aller sur le site du Global Teacher Prize et de regarder quels étaient les critères. Est-ce que tu rencontres les autres candidats? Normalement oui, mais là c'est Covid. Mais après on passe une première sélection et ils écrèment déjà beaucoup les dossiers qu'ils reçoivent et quand on est présélectionné, on passe un entretien avec Londres, avec la fondation à Londres, avec quelqu'un de la fondation. Et là, on va nous poser plein de questions, des choses qui sont dans le dossier, des choses qui n'y sont pas, pour faire un peu connaissance. On nous demande si on est à l'aise avec les médias, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire si on rencontrait le ministre. Enfin, voilà, des choses pour voir si on a les capacités pour être mis en avant. Ensuite, on a un autre dossier. Une fois qu'on a passé ça, ils vont tout chercher. Ils vont demander s'il y a des choses dans notre vie qui pourraient porter atteinte à la fondation, dans notre famille, s'il y a des gens qui pourraient porter atteinte à la fondation. Ils vont tout fouiller. Ils regardent tout, tout le compte Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Ils regardent vraiment, puis ils prennent pas de risques par rapport à la réputation de la fondation. Et puis après, soit on reçoit un mail, désolé, vous n'êtes pas dans les 50, ce que j'ai reçu l'année dernière, et soit vous recevez un mail, félicitations, vous êtes dans les 50. Voilà. Donc les 50, il y en a 50. Là, on s'est rencontrés en visio, on s'est tous parlé, puis on a un groupe WhatsApp, on se parle tous les jours. Les 50 finalistes, on se parle tous les jours. Et puis après, il y a eu le top 10. Le top 10, là, moi, je ne croyais pas. Moi, j'avais fait ça pour être dans le top 50. Je n'avais pas du tout signé pour un top 10. Donc, assez fou, quoi, assez incroyable. Normalement, on aurait dû avoir une finale en vrai, en live, avec du monde, mais là, on l'a fait en visio. Normalement, on est censé se rencontrer, mais bon, là, la pandémie fait qu'on ne peut pas. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on rencontre nos pairs. On rencontre des gens qui sont aussi fous que nous, quoi. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Des gens qui ont vraiment l'éducation chevillée au corps, au cœur. Enfin, il y a des gens incroyables, moi, les gens avec qui je parle tous les jours, qui ont des parcours, mais qui font des trucs dans des pays en développement. Mais c'est dingue, c'est absolument dingue. Oui, parce que tous les pays sont représentés, on est d'accord. Hein. Tout le monde peut candidater. Oui, tout le monde peut candidater. Mais là, non, je discutais. Là, dans le top 10, il y a David qui est en Angleterre, qui travaille avec des handicapés
des non-voyants ou des gens qui ont des handicaps liés à la vue, mais qui a créé du matériel pour qu'ils puissent faire du sport avec des sons dans le ballon de rugby, etc., qui développe ça en Afrique. Enfin, c'est juste extraordinaire. La prof qui est en Iran, qui donne une partie elle récolte de l'argent pour que les enfants puissent se faire opérer dans les hôpitaux, parce que sinon ils peuvent pas avoir accès aux opérations. Enfin, c'est juste extraordinaire. La Canadienne qui travaille sur l'environnement, qui sensibilise beaucoup à l'environnement, ses élèves, elle a créé un programme qui est dans plus de 140 écoles aujourd'hui au Canada. C'est juste, enfin voilà, c'est juste des professeurs complètement fous. Moi, Et du coup, j'adore. j'imagine que ça, toi, ça te booste en termes de... Tu te dis déjà, tu te sens moins seule. Ensuite, tu te dis aussi, enfin, j'imagine que c'est aussi un partage d'idées de dingue. Tu dois te dire, mais ça, j'y avais pas pensé, hop. Ou bien vous pouvez, j'imagine après, bah tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'as déjà testé? Enfin, j'imagine que c'est beaucoup d'entraide. Ouais, ouais. Complètement. C'est beaucoup d'entraide et puis là, il y a beaucoup de gens qui veulent monter des projets inter-pays. Donc moi, malheureusement, j'ai pas le temps avec tout ce que j'ai déjà là en projet, mais je vois des messages passer de profs qui disent ouais, on va faire un truc en Roumanie, Argentine, on va faire un truc entre voilà des choses entre les pays. Et puis c'est un réseau incroyable qui s'ouvre. C'est juste génial. Moi, ça a été vraiment ma motivation. Tu parlais de ton fils avec les jeux vidéo, mais moi, ma motivation pour apprendre l'anglais, ça a été ce concours. Pendant deux ans, j'ai pris des cours en me disant si un jour je suis bien classée, il va quand même falloir que je parle anglais. Donc, et ça a été ma fierté de faire des visios à 50 personnes en anglais avec des accents de tous les coins du monde et d'arriver quand même à comprendre ce qu'ils me racontaient et de pouvoir parler de ma classe autonome en anglais. Donc ça, c'était super. Non, c'était une magnifique expérience. Et maintenant, on est ambassadeur de la fondation. Donc, on a un autre groupe WhatsApp où on est 300. Là, ça commence de tous les anciens finalistes depuis 7 ans, voilà, qui parlent entre eux, qui s'envoient il y a un Américain tous les matins, il nous envoie des citations pour être bien. Voilà, il me fait trop, et c'est génial. On a voilà des profs qui envoient des choses comme ça régulièrement. C'est top. Donc c'est une belle expérience et effectivement, ça ne fait que te renforcer tes convictions et ton envie de poursuivre. J'ai une dernière question avant de passer à la conclusion. Tu dis que donc tu as une classe en dehors, sur laquelle, enfin, une agence de soutien scolaire, excuse-moi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois, comment les deux se nourrissent, tu vois, ta classe autonome, l'exercice dans ta classe autonome de SFA et ton agence. Comment l'un et l'autre s'enrichissent? Alors, elles se nourrissent l'une l'autre parce que la classe autonome, elle est venue de mon agence de soutien scolaire. C'est-à-dire que je voyais bien que j'avais des super bons résultats en soutien scolaire et pas dans ma classe. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qui est différent? Et j'ai compris très vite, j'ai dit, en soutien scolaire, je les laisse faire. Donc, j'ai dit, OK, il faut que je fasse un truc comme ça dans mes classes. Et inversement, quand je suis dans mes classes, je fais super attention, par exemple, quand je remplis les cahiers, les cahiers de texte, je mets une phrase et après, je sais que moi, ça m'énerve quand je lis les cahiers de texte des élèves et que je comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire le prof? Réviser chapitre, quel chapitre? On ne sait pas. Quel exercice? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le contrôle? On ne sait pas. Et donc, ça me nourrit vachement. Quand je suis moi et que je remplis mes trucs, je me dis, attends, quelqu'un qui n'a pas lu, qui ne sait pas, qui n'est pas dans ta tête, il faut que tu lui mettes tout bien, qu'il comprenne. Si c'est un éducateur qui a un mineur isolé, il faut qu'il comprenne ce que tu veux qu'il apprenne pour le cours, etc. Donc ça m'aide beaucoup. Et les deux, elles se nourrissent parce que j'ai des classes de 30. Donc, je sais que c'est difficile. Donc, quand je vois des élèves qui arrivent et qui me disent « Oh là là, Juline, le prof, il fait n'importe quoi et tout », je dis « Non, mais attends, il peut pas non plus faire, c'est pas une pieuvre, quoi. » Donc, les deux se nourrissent et je peux pas lâcher l'une ou l'autre. J'arrive pas. On m'a déjà dit, hein, on m'a déjà demandé, on m'a déjà dit, mais pourquoi tu fais pas que du soutien scolaire? Pourquoi tu fais pas que le CFA? On m'a proposé de passer à 100% au CFA. J'ai dit non, 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 non. J'aime avoir deux activités. J'aime quand je sors du CFA penser à autre chose et avoir mon agence. Et j'aime quand je suis à l'agence de retourner le lendemain matin au CFA et d'avoir cette émulation du groupe, de la classe, de projets en commun. C'est pas du tout la même façon de travailler. À l'agence, les élèves, ils me tutoient.
ils sont 5. On n'a pas ça n'a rien à voir. Et ce que je comprends aussi de ton agence de soutien scolaire, via ton exemple, c'est qu'en fait, c'est un super observatoire en miroir de comment l'élève vit sa relation avec son professeur au collège ou au lycée. Et du coup, tu t'aperçois de l'impact de la relation sur le comportement de l'élève, quoi. Et du coup, tu te mets en miroir, quoi. Complètement. Et je vois des bonnes idées. Ouais, et parfois, je vois des super trucs. Parfois, l'élève, il ouvre son cahier, je fais, ah, mais c'est trop bien ça, je peux faire une photocopie. Du coup, je fais une photocopie, je me dis, ah, mais oui, c'est génial, j'avais pas pensé à faire Là, hier encore, il y a un élève qui m'amène un truc sur le calcul littéral et le prof avait fait sous forme de tableau. J'ai dit, ah, c'est génial, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est top. Et inversement, je vois des trucs. Les élèves, ils ouvrent les cahiers, ils me disent, Julie, je comprends pas. Tu Je regarde le m'étonnes. cahier, je dis, ah ouais, c'est normal que tu comprennes pas. Ouais, ok. Et donc, je vois des trucs parfois hallucinants. Et c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, les professeurs font des erreurs malgré eux par manque de formation. Et moi-même, j'en fais encore beaucoup. À chaque fois que je vais dans un congrès, je ressors toutes les bras ballants en me disant, oh là là, je suis trop nulle. Il faut que j'apprenne encore tellement de trucs. Et vraiment, il y a des erreurs qui sont faites par juste manque de formation. Un exemple très simple. Les professeurs de philosophie, là, ils ont demandé à faire des dissertations. Ils donnent juste une feuille avec écrit, il faut faire intro, développement, conclusion et machin. Mais pour un élève, il ne sait pas par où commencer. Moi, je lui donne un modèle, je lui montre comment rédiger une introduction. Et je lui dis, dans l'introduction, il y a l'amorce, il y a les mots-clés, il y a la problématique, il y a le point de vue naïf, les hypothèses, l'exemple du quotidien. Prends des stabilos et mets-moi de chaque couleur ce que tu vois. La moitié des élèves n'y arrivent pas. En fait, c'est toute la méthode qui a à repenser. Juste en lui donnant un modèle, déjà peu de profs donnent des modèles, mais déjà en donnant un modèle, on n'est même pas sûr qu'il ait compris parce qu'il ne comprend même pas comment est construit le modèle. Et moi, je travaille énormément comme ça avec de la méthode pragmatique. Et c'est ça qui fait que j'ai des bons résultats, en fait. C'est que je reviens à, OK, l'élève, de quoi il a besoin pour réellement comprendre de quelle clé il a besoin, de quelle technique, astuce il a besoin. C'est passionnant. J'aurais bien voulu avoir une prof comme toi. Merci Juline, en tout cas. Tu sais, à la toute fin, je pose des questions un peu rapides. Voilà. Donc, c'est une série de 5 questions. La première, c'est... je sens qu'elle va te plaire, cette première question. Tu viens d'être nommé ministre de l'Éducation et de l'Orientation. Quelle est la première mesure que tu prends ? La formation. On change la formation des enseignants. On apprend les sciences cognitives, la psychologie, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant d'apprendre sa matière, on va apprendre ça déjà. Enfin, pas avant, en même temps, parce que la matière est importante aussi, bien sûr. Alors maintenant, tu reçois mon fiston Tom de 17 ans ou ma fille Sarah de 15 ans. Quels conseils tu leur donnes pour les aider dans leur parcours, voilà, et même leur recherche, tu vois, voilà, leur parcours d'études ou leur recherche d'orientation. Écoute ton cœur. Écoute ta motivation. Qu'est-ce que tu ferais, même si c'était gratuit? Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'as raison. Bah ouais. Ok, ça marche. Et alors à moi, leur maman, tu leur dirais quoi? Tu lui dirais quoi, pardon? Ne laisse jamais la peur guider ta vie. On a toujours peur pour ses enfants, mais en fait, il faut pas. Ils trouveront. Ils trouveront des moyens de faire. Ils trouveront à leur époque leurs outils. Et souvent, j'ai eu beaucoup de parents d'élèves comme ça qui ont très peur, qui sont très protecteurs, qui font tout, qui m'appellent toutes les semaines pour me dire il faut faire les maths, il faut faire le français, il faut faire. Non, stop. N'ayez pas peur. Arrêtez. Il faut leur faire confiance, en fait. Ils vont se planter, mais bien sûr qu'ils vont se planter, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, je suis bien d'accord. Alors, est-ce que tu as des livres, des podcasts ou n'importe quelle autre source d'information pour, tu vois, conseiller les ados, leurs parents, justement, dans tout ça, dans cette quête, soit de pédagogie, soit d'orientation? Alors, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup vu, moi, c'était sur les petits, c'était sur les maternelles. J'ai un truc que je trouve vraiment génial pour les adolescents, pour l'orientation. C'est l'association qui s'appelle TADAM, TADAM, qui fait des formations. Alors, je connais pas les tarifs, hein, mais qui fait des séances pour les adolescents, pour se retrouver, pour trouver sa voie, pour comprendre comment on fonctionne. Et ils le font aussi avec les parents. Ils font les parents et ils font les profs. Là, je peux pas y aller parce que c'est en avril et que c'est là où je fais mes formations, mais je vais y aller dans cette formation. La nana qui fait ça, je l'ai vue 1 heure sur scène. J'avais envie de l'adopter. Donc, non, ta dame, exceptionnelle, vraiment, très, très.
pour les ados et les parents, si je devais conseiller qu'une seule chose, ça serait ça. Et ben, on arrive à la toute fin pour conserver, tu sais, quand je fais les épisodes sur les métiers, je demande toujours à mes invités de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Là, comme on est dans les hors-séries, je vais te demander à peu près le même exercice, mais je vais te demander de me renvoyer vers un autre expert qui va graviter autour de ces sujets de pédagogie, enfin éducation, pédagogie, orientation, reconversion. Voilà. Est-ce que tu aurais quelqu'un? Alors, un autre professeur aussi passionnant et avec une méthode extrêmement intéressante, c'est Gaël Assoun, qui faisait partie du top 50 avec moi cette année. C'était la première année qu'on avait 2 Françaises dans le top 50, sachant que l'année dernière, il n'y en avait pas. Donc, on n'était pas peu fiers. Elle travaille à Nice et elle a développé des classes avec des pédagogies sur la bienveillance, sur les neurosciences sociales et affectives. C'est assez exceptionnel ce qu'elle fait. Et pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'il y a plein de choses qu'on dit, de petites phrases parfois malheureuses dont on n'a absolument pas conscience. Et elle nous apprend à voir ça, et donc c'est génial. Très bien, génial. Merci beaucoup, Juline. C'était génial, hyper intéressant. Merci à toi. Je te souhaite plein de projets, mais ça, de toute façon, je pense que tu n'en manques pas, n'est-ce pas? Donc, surtout, je te souhaite beaucoup d'énergie pour les mener à bout. Merci beaucoup. Ouais, à très vite. Merci. J'espère sincèrement que ce hors-série t'aura autant passionné que moi. Pour suivre l'actualité de Juline et rentrer en contact avec elle, il y a plein de moyens possibles puisqu'elle est très présente sur les réseaux sociaux. Tu peux retrouver via sa chaîne YouTube, via LinkedIn, Instagram, Facebook. À son nom, Juline Anquetin-Rowe. Mais je vous laisserai tous les liens en fait en commentaire de cet épisode. Ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir la contacter. Alors si tu veux donner un petit coup de pouce à cet épisode et au podcast plus globalement et donner de la visibilité à ce super hors-série, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux, parle-en à ton voisin journaliste, à ta collègue, bref. Aide-nous à faire voyager le podcast parce que tu sais, le bouche à oreille, c'est ce dont on a vraiment, vraiment besoin. Allez, à très vite pour un nouvel hors-série d'experts. J'en ai déjà d'autres de programmés, des super interviews à venir dans les prochaines semaines. Donc, je vous dis rendez-vous très, très rapidement. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très belle écoute des autres épisodes métiers. À très vite!